Dans ce genre de lieu, on peut voir des concerts, répéter avec son propre groupe, boire des verres entre amis, être accompagné pour développer son projet musical, y revenir jouer en tête d'affiche, tout ça à un seul et même endroit, ça, c'est la promesse des SMAC. Cet acronyme pour scène de musiques actuelles résonne comme un système unique au monde et qu'on nous envie, mais aussi une exception en danger, aussi précieuse que coûteuse, parfois un peu dépassée, mais essentielle à la musique en France. C'est ce tout à la fois que l'on va décortiquer dans ce nouvel épisode de Cache Musique, l'émission qui ouvre le portefeuille de l'industrie musicale. Je voudrais remercier vous ce soir. Prenez une carte de France et vous trouverez dans presque chaque département une scène de musiques actuelles. Il y a 92 endroits labellisés SMAC sur tout le territoire, dans des milieux ruraux, des grandes villes et jusqu'à La Réunion, mais en évitant Paris. Des lieux capables d'accueillir entre 150 personnes pour les petits clubs et parfois plus de 1000 personnes quand ces endroits disposent d'une grande salle. Les programmations de ces SMAC montrent que ces lieux sont un passage privilégié pour les artistes en devenir et les artistes confirmés dans le rock, le jazz, la chanson, le rap, l'électro, bref, de toutes les esthétiques des musiques actuelles. Le chanteur Voyou est d'ailleurs incollable sur la carte des SMAC. Je crois que tu peux me donner n'importe quelle ville, je peux te dire le nom de sa SMAC, et te dire la qualité du catering, donc de la bouffe quand tu vas manger là-bas, de l'accueil, les équipements, tout ça. C'est vraiment des salles dans lesquelles j'ai passé ma vie en fait. Outre la cantine de ces lieux, c'est surtout le maillage de ces salles qui est spécial. Le réseau de salles dans lesquelles je vais faire des concerts partout en France, c'est disons à 90% des SMAC. C'est à la fois des endroits qui nous ont accueillis pour pouvoir travailler notre show et puis faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit bien dans les conditions des salles dans lesquelles on va tourner. C'est là où j'ai développé le vrai sens de la précision du son en live, le confort de pouvoir présenter exactement ce que je voulais musicalement. Dans des tailles où tu restes assez proche du public, quoi. T'as les gens qui sont devant toi, tu vois ton premier rang, t'es pas dans un zénith ou dans des trucs encore plus grands où en fait finalement tu joues devant des masses informes de gens tellement il y a de monde. Et ça reste aussi des concerts qui sont assez accessibles, c'est-à-dire entre une place de Zénith et une place de SMAC, ça coûte pas exactement le même prix, quoi. L'idée qui accompagne l'acronyme SMAC naît dans le courant des années 90. À cette époque, la musique live en France est en plein boom. Le mouvement alternatif de la fin des années 80 a permis l'émergence d'une foisonnante scène rock, mais qui manque cruellement d'infrastructures décentes où l'on vient faire plus que consommer de la musique. Remplaçant des cafés musique, le dispositif porté par des musiciens et des activistes organisateurs de concerts est créé par le ministère de la Culture en 1996. Et aujourd'hui, les 92 salles estampillées SMAC réunissent près de 2 millions de spectateurs par an. Contrairement à une salle privée, une SMAC peut s'affranchir plus facilement d'une logique libérale, d'autant qu'elle bénéficie de financements publics de la part du ministère de la Culture et des collectivités locales. C'est une reconnaissance par l'État du rôle de ces petites salles de concert, avec des missions de service public clairement définies, comme le détaille Mathieu Dufaux, programmateur depuis 2004 de l'Astrolabe, la SMAC d'Orléans, créée en 1999. Il y a eu cet élan de construire des salles avec une acoustique dédiée, avec une capacité à accueillir des artistes, avec des loges, avec un bar, donc un lieu de vie. Voilà. Et puis certaines sont ouvertes aussi aux locaux de répétition. Donc on a pu aussi accueillir des groupes amateurs en voie de professionnalisation et d'avoir un lien entre la salle et ces groupes-là. Une SMAC, c'est un projet, c'est un label décerné par l'État et qui décrit des axes de travail, donc sur la diffusion, sur l'action culturelle, sur la création, sur l'accompagnement. Donc nous, on est des maillons de la chaîne, mais je dirais que ce maillon-là, il existe aussi parce qu'il y a les cafés-concerts, les bars, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, et c'est important, exister sans. Sweet like sugar, my daily up pusher. The glass looks full up with that notes in my head. And every morning when I'm getting out of bed. Ces salles se trouvent à la rencontre des jeunes publics, d'habitués ou de dilettantes, des musiciens en herbe qui viennent y répéter et des artistes professionnels qui y tournent ou y travaillent leur nouveau spectacle. Diversité, émergence, renouvellement, diffusion et développement, le réseau s'est rendu indispensable et même constitutif de l'industrie musicale en France. Disons qu'en France, on a cet avantage-là de très vite pouvoir être au contact de notre futur métier.
Ce qui n'est pas le cas de plein de groupes et de plein d'artistes en Angleterre ou en Italie ou dans des pays où c'est extrêmement compliqué. Donc tu as toute une vie parallèle au concert aussi. Tu as des locaux de répétition la plupart du temps, dans lesquels moi j'ai passé énormément de temps. Mais il y a des financements derrière qui permettent d'avoir une vraie éducation sur le métier de musicien et de musicienne et puis tout ce qui va autour, quoi. J'ai même eu des formations sur la professionnalisation, des trucs qui t'expliquent ce que c'est que la DAMI, la Spédidam, la SACEM et toutes ces choses-là, qui t'expliquent comment fonctionnent des contrats d'édition, qui t'expliquent ce que c'est même qu'un éditeur. Ce que les gens voient, c'est les concerts qui s'y passent. Tout au mieux, les activités parallèles, c'est-à-dire les activités pour les enfants ou tous les stages, parce qu'il y a beaucoup de stages aussi. Ce que les gens voient moins, c'est tout ce que, en tant que jeune musicien, tu vas pouvoir avoir, tous les accès que tu vas avoir vers potentiellement ton futur métier, quoi. L'économie de ces lieux, par définition, pas forcément rentable, est donc sur le fil. Il y a certes de l'argent public, mais les fonds propres qui découlent des recettes tendent à prendre de plus en plus de place dans leur financement, les rapprochant dangereusement d'une logique privée. Vous nous demandez de réduire davantage la dépense publique. Sage résolution. Fin 2023, le projet de loi Finances a bien failli sucrer une partie des aides demandées par les SMAC, qui, comme toute la filière spectacle, a vu ses coûts, notamment en énergie, doubler, si ce n'est tripler. Le réseau a finalement obtenu une rallonge, mais craint toujours pour son avenir. Pour la saison 2023-2024, plusieurs scènes de musiques actuelles ont été obligées de tailler dans leur programmation, d'annuler des événements ou de privilégier des noms plus connus et donc rassembleurs au détriment d'artistes émergents, ce qui met en péril leur principe même. Je comprends les programmateurs parce qu'eux, ils doivent rendre des comptes aussi à la fin. Je comprends qu'ils cèdent à cette tentation de ne faire que des choses en sachant que ça va marcher. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu réduis le spectre de la musique présentée aux gens. Tu as d'un coup les choses qui marchent qui vont continuer à marcher et celles qui essaient de s'en sortir mais qui n'y sont pas encore, qui vont juste dégringoler. C'est délicat, on ne peut pas jeter la pierre au programmateur. Il faudrait qu'il y ait plus d'entrain au public à aller découvrir des choses dans les SMAC. C'est ça le vrai truc qui pourrait changer quelque chose à ça. On arrive à être dans un lieu chaleureux où on peut parler musique, on peut découvrir des groupes sans savoir ce qu'on va voir. Et les SMAC, elles ont la chance d'avoir des subventions, des fonds publics pour rendre accessible à la fois nos concerts à des prix accessibles, pour rendre accessibles nos salles aussi à des associations et à des prix qui sont pas des prix réels parce qu'on injecte des fonds publics pour qu'elles puissent défendre des niches musicales où on va pas forcément faire 500 personnes et elles font partie intégrante de notre projet artistique. L'idée c'est qu'on soit plus juste à niveau mais qu'on ait enfin les moyens pour développer la niche musicale et sans avoir un rapport lucratif économique. En 30 ans, les programmateurs qui composent avec leur volonté de remplir leur salle, leur goût, l'historique rock du label et leur obligation de découverte ont participé à la construction d'un maillage solide pour les artistes qui rentrent dans leur viseur. Certains détracteurs du modèle arguent que les programmations de ces scènes ne jouent pas toujours le jeu de la diversité musicale ou de l'évolution des pratiques, voire manquent de pertinence. Parlons chiffres. Sur l'année 2019, parmi les 10 000 artistes programmés dans les 92 SMAC du territoire, plus de 36% étaient des artistes estampillés rock, pop, punk et metal, contre seulement 13,1% pour le rap et le hip-hop et 11,6% de musiques électroniques. Or, si vous suivez ce qu'on fait chez Cash Music, on sait que les genres largement plébiscités aujourd'hui sont justement le hip-hop et l'électro, soit les genres les moins représentés dans les SMAC. Pour le rap, j'ai l'impression que ça passe très très vite au-dessus des radars des SMAC, c'est-à-dire que ça pop tellement vite le rap aujourd'hui. Il y a des artistes, leur tout premier concert c'est un Olympia et le deuxième c'est directement ça passe en Zénith en fait. Il n'y a pas de transition par les SMAC parce que ça nécessite tout de suite d'avoir beaucoup de monde devant. Ça fait aussi que du coup tu as des shows qui sont moins formés et en même temps c'est d'autres manières et puis tu te développes directement sur une énorme scène parce que c'est là où tu es voué à jouer. Une salle de musique actuelle, c'est une salle qui bouge. Si j'avais programmé les mêmes groupes quand je suis arrivé en 2004, aujourd'hui, la salle aurait vieilli avec moi et on n'aurait que des gens de notre génération. L'idée, c'est qu'une salle, elle puisse attirer les jeunes générations, elle puisse attirer plein de gens différents dedans. On est là pour être attentif aux évolutions musicales, aux évolutions des pratiques. Le danger, c'est qu'on ne soit pas des salles qui soient dédiées qu'à des... qu'aux musiques populaires, qu'aux musiques déjà représentées dans certains médias ou sur certains... Un média, je passe au sens large.
Si l'idée, ça serait de juste répondre aux producteurs avec que des trucs qui soient bankable, etc., j'aurais plus la même passion qui m'animerait là-dessus et le même rapport au boulot, quoi. C'est-à-dire de découvrir, d'aller fouiner des esthétiques différentes, des croisements de genres, des gens qui ont des propos. Nous, par rapport à la scène hip-hop et par la scène électro, à la fois moi je m'appuie sur des associations et des associations qui sont prescriptrices dans les domaines de musique électronique, à qui on rend accessible l'Astrolabe. À la fois nous, on doit aussi progresser là-dessus, ça je suis certain. Pareil pour le rap et le hip-hop. Donc il y a encore une marge de manœuvre et de progression. Moi, en tout cas, je pense qu'on a une marge de manœuvre là-dessus. On a tendance à augmenter la diffusion du rap aujourd'hui. Mais ce qui n'empêche pas qu'on sera toujours et qu'on aura toujours, elle ne sera pas faite au détriment de notre recherche perpétuelle dans la rumba congolaise, dans la noise, dans le hardcore. Je n'ai pas envie de déshabiller des styles musicaux qui nous sont chers, parce qu'il y a une majorité, un instant T, qui écoute un style de musique. Depuis 30 ans, soit une génération entière d'artistes et de spectateurs, ce service public du concert a permis le développement de musiciens et l'existence de tout un tas de styles musicaux, notamment de niche. Ce sont des spécificités uniques au monde, mais elles ont aussi leurs défauts inhérents à ce système dans un monde qui évolue dans ses pratiques d'écoute ou de consommation de la musique, notamment sur scène. Des pratiques que l'on va continuer à explorer dans les prochains épisodes de Cache Musique, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube de Télérama pour ne pas les louper.